J'ai vu des couples africains divorcés après l'immigration aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et en lisant vos commentaires faits sur les dernières vidéos, j'ai compris quelque chose de très intéressant. Certains disent que ce sont les femmes, d'autres disent ce sont les hommes, d'autres encore disent c'est l'Occident. Mais en réalité, personne ne voit la même chose. Personne, presque, ne voit le vrai problème qui détruit les couples africains dans la diaspora. On parle de tout, mais sauf du vrai problème. Je sais que mon sujet touche et même qu'il dérange. Et vos réactions sont prévisibles, elles sont utiles. Elles montrent surtout une chose, c'est que mon contenu touche un sujet très sensible où chacun projette son vécu personnel, pas forcément une analyse globale de la situation. Et à partir de vos différents commentaires reçus depuis la semaine dernière, j'ai pu tirer trois causes importantes, c'est-à-dire trois faits qui montrent pourquoi les couples africains divorcent après l'immigration en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Alors, le premier fait dont je m'en vais parler, c'est quoi? C'est que beaucoup parlent de généralité. Beaucoup sont dans la généralisation ou dans un débat émotionnel. Par exemple, ils disent les Africains, les femmes, les hommes. Mais en parlant de cette manière de généraliser, on finit par transformer un problème complexe en un débat homme contre femme ou culture contre culture. Or, ça n'a rien de tout cela. Et cela, je pense que c'est un signal vraiment classique. Les gens ne décrivent pas une réalité de façon objective. On prend un fait ici personnel que l'on généralise. Et on pense que tout le monde est comme ça. Ils décrivent surtout, je pense, des expériences personnelles qui sont transformées en vérité générale. C'est ce que je veux dire par la généralisation. Et les gens décrivent leur expérience, leur frustration, leurs blessures. Et ils pensent que partout c'est comme ça. Et ils pensent tenir une vérité générale globale. Il y a un vrai manque de lecture profonde du problème de divorce et dans la diaspora, ou même du problème de divorce en général en Afrique. Mais puisque ici, notre sujet concerne les Africains, les couples africains dans la diaspora, parlons de cela. Restons focus. Donc, j'ai remarqué à travers le commentaire, il y a un manque de lecture profonde du problème. Les expériences personnelles, les frustrations personnelles, les blessures personnelles sont mises en avant et ça devient un débat émotionnel et on généralise tout, on confond femmes, hommes, Occident, États-Unis, tout le monde, tout est mis dans le même sac. Je vais vous donner des exemples. Un homme qui a vu plusieurs femmes quitter et leur mari va dire les femmes changent en Occident. Regardez cette généralisation-là. Ou une femme qui a souffert d'un homme qui était toujours tourné vers le pays et qui investissait trop au pays, cette femme va dire, et les hommes abandonnent leur famille et en Occident ou aux États-Unis pour investir et en Afrique ou pour s'occuper de leur, je sais pas, de leur famille en Afrique. Les deux parlent d'une réalité qu'ils ont vécue. Mais ça ne veut pas dire que cette réalité représente tous les couples. Et donc, dans un commentaire, il faut maintenant dire, oui, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme cela. Lorsque vous généralisez, on est dans la diaspora devant les grands défis de l'immigration et vous commencez à généraliser les choses, il y a des conséquences majeures qui vont se répercuter dans votre relation. Et c'est cela qui va détruire les couples africains après l'immigration aux États-Unis, au Canada ou en Europe.
Écoutez bien ces conséquences-là, les conséquences de la généralisation ou de parler des généralités sans préciser bien un problème concret. La conséquence principale, c'est que les personnes qui parlent comme ça arrêtent de voir leur partenaire comme un individu. Elles commencent à voir leur partenaire comme un groupe. Oui, puisqu'on dit les hommes, c'est un groupe. On dit les femmes, c'est un groupe. On dit l'Occident, c'est un groupe. Et ça change tous les amis. Oui, je vais vous expliquer en profondeur. Je prends mon temps pour aller doucement. Quand quelqu'un transforme une blessure personnelle et une mauvaise expérience, une frustration, et il transforme tout cela en vérité générale, il commence à entrer dans la relation avec méfiance, avec des préjugés, avec la peur, avec une défense émotionnelle. Comment peut-on bâtir, construire une relation durable, efficace, épanouissante avec la méfiance, la peur, la défense émotionnelle et les préjugés? Ça ne peut pas marcher. Ça va claquer, ça va éclater à un certain moment. Je vous donne un exemple concret. Un homme qui croit profondément que les femmes changent toutes en Occident. Et j'entends ce discours-là venant des hommes là, un peu partout, aux États-Unis, en Europe comme au Canada. Les femmes changent toutes en Occident. Un homme qui pense comme ça, qui croit comme ça, va commencer à vouloir contrôler davantage, à vouloir faire moins confiance, à devenir froid émotionnellement. Et il va interpréter chaque changement de sa femme comme une menace. Regardez les réactions inconscientes que nous avons. Même si la femme n'a rien fait. Parce que lui, dans sa tête, il pense comme ça, il croit comme ça. Voici ses réactions. Et inversement, quand une femme pense ou croit que les hommes africains pensent toujours plus au pays qu'à leur famille laissée dans la diaspora, cette femme-là va faire comment? Elle va ressentir un peu du ressentiment, un malaise. Elle va se sentir seule, abandonnée. Elle va commencer à interpréter certains petits comportements du monsieur-là de façon négative. Et cette femme-là va se refermer sur elle-même de façon émotionnelle. Même si l'homme essaie sincèrement de gérer plusieurs pressions, de s'occuper de sa famille ici, dans la diaspora et en Afrique correctement, cette femme va agir de cette manière où elle sera sur ses gardes toujours. Alors, pensez-vous que une relation peut durer dans ce climat-là, un climat de méfiance, un climat où chacun est sur ses gardes comme ça, et l'autre est vu comme une menace? Comment peut-on construire une relation de cette manière? Et beaucoup de relations dans la diaspora fonctionnent de cette manière-là, sur ce créneau-là, fonctionnent sur ce diapason-là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Voilà pourquoi il y a beaucoup de séparations. Voilà pourquoi il y a beaucoup de désagréments, de déceptions dans les relations amoureuses et conjugales dans la diaspora. La conséquence majeure que je vois, c'est que le couple ne parle plus comme en termes de toi et moi. Donc, monsieur, madame, on est vis-à-vis, tu es mon vis-à-vis, je suis ton vis-à-vis. Il ne parle plus en ces termes-là. Il parle plutôt les hommes contre les hommes et les Africains ou les Africains contre l'Occident. Alors, vous voyez, ça devient un terrain de débat, un terrain de guerre, un terrain de suspicion. Vous voyez l'inconvénient de vouloir généraliser les choses. Et j'ai vu ça dans beaucoup de commentaires qui dénotent vraiment le mindset des gens, des Africains vivant dans la diaspora. Et lorsque vous voyez, votre relation devient une affaire d'homme contre femme ou femme contre homme, et là, la communication va devenir émotionnelle. Chacun va se protéger et se défendre. Chacun va commencer à prouver qu'il a raison. Et personne n'essaie vraiment de comprendre l'autre.
Regardez ce climat délétère-là que l'on crée souvent. Et on s'attend à ce qu'un miracle vienne du ciel. Un miracle ne peut pas venir du ciel dans ces conditions-là. Non. Les généralisations empêchent les couples de voir le vrai problème spécifique à leur relation. Les généralisations empêchent les couples de voir les besoins réels de chacun. Oui, chacun a des besoins dans la relation ou les différences d'adaptation à la diaspora. On refuse de voir ça parce qu'on est dans les généralisations. Les hommes sont comme ci, les femmes sont comme cela, l'Europe est comme ci, les États-Unis sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'on interprète tout à travers des croyances générales. Et ça, c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Par exemple, quand quelqu'un souffre et transforme cette souffrance-là en vérité générale, il ne regarde plus la relation avec curiosité. Non, il ne regarde plus la relation avec intérêt. Il regarde la relation avec méfiance. Quoi de bon peut sortir de cette méfiance-là et de cette auto-protection? On se met une carapace de tortue et on est dans la relation, on dit, mais j'aime mon mari, j'aime ma femme. Ça ne peut pas marcher, les amis. Le danger des généralisations, c'est-à-dire sans voir un problème spécifique là. Le danger de cela, c'est qu'à un moment, tu ne vois plus ton conjoint, tu ne vois plus ton partenaire comme une personne. Non, tu le vois comme un symbole de toutes les blessures. Puisque tu as vécu telle blessure et venant d'un homme, tu t'es dit, un homme garçon qui vient à toi, toi femme, tu vas penser automatiquement que ce monsieur-là est le symbole de toutes les blessures que les hommes peuvent provoquer. Donc, il est un danger, il est une menace pour toi et donc tu te mets sur tes gardes. Regardez, vous voyez? Et c'est la même chose pour les hommes. Et quand les blessures deviennent des vérités générales, la relation va commencer à devenir un combat au lieu d'être un espace où l'on aime, un espace où l'on essaie de comprendre, un espace où l'on essaie de construire à deux. Mais quand ça devient un terrain de combat, un ring de boxe, ça veut dire chacun prend sa direction, c'est de cafouloumailler, c'est de fight, fou, et rien de bon ne peut sortir de là. Voilà pourquoi les relations dans des couples africains vivant dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, ne peuvent jamais fonctionner. Deuxième fait que je m'en vais vous dire rapidement, c'est quoi? Et qui explique pourquoi les couples immigrants, les couples africains divorcent après l'immigration en Europe, aux États-Unis comme au Canada, c'est qu'il y a une tentative de désigner un coupable. Oui, les gens vivent sur ce mindset-là. Les gens, au lieu de comprendre le problème dans sa globalité, le problème de leur relation, ils veulent désigner, ils cherchent une seule personne ou une seule cause à blâmer. Ah, ça, c'est monsieur. Ça, c'est madame. Ça, c'est à cause des enfants. On va dire, c'est parce que les hommes pensent au pays. C'est parce que les femmes partent. C'est parce que le mariage est mort. C'est parce que l'Occident est responsable. On accuse tout et tout à la fois et rien en même temps. En réalité, je sais, c'est plus confortable de trouver un bouc émissaire au lieu de chercher à voir de façon objective un problème. Vous voyez, le fait de vouloir trouver toujours un coupable, c'est quoi? C'est que chacun pense qu'il a raison à 100%, sinon même à 500%, et que l'autre a tort, et que c'est l'autre qui est la cause principale unique du problème. On victimise l'autre. Et dans cela va créer un climat délétère dans la relation, dans les couples africains. Et dans les communautés africaines en général, là, c'est ce message-là qui circule parfois.
On cherche un bouc émissaire, on cherche un coupable. Oh, puisqu'on a même généralisé. Comme on a généralisé les choses là, les blessures, les frustrations, et les menaces, l'homme, on dit, l'homme garçon, c'est à cause de tous les hommes. C'est à cause des hommes là qu'ils sont comme ça. Oh, et que les femmes vont parler à leur copine là. Oh, quitte-le d'ailleurs, quitte-le. Les hommes sont comme ci, les hommes sont comme cela. Et les hommes aussi vont dire à leurs camarades garçons là, quitte-la. Si elle fait là, faut la quitter. Tu peux aller épouser une femme en Afrique. Regardez comment on s'auto-détruit en victimisant l'autre, en cherchant toujours un coupable, c'est-à-dire quelqu'un qu'on veut blâmer. C'est simple de vouloir blâmer, mais quelle est notre capacité d'analyser la complexité de la chose? Et ça, cette force-là manque à beaucoup de couples africains dans la diaspora. On n'est pas capable de s'asseoir pour analyser le problème de fond en comble. Parce que c'est difficile. Parce que c'est inconfortable aussi d'analyser cela. Moi, j'essaie d'analyser cela à travers mes vidéos aussi pour tout un chacun. Mais je sais que cette capacité d'analyse de la complexité n'est pas donnée, n'est pas l'apanage de tout un chacun. Je comprends cela. C'est pourquoi il y a des programmes d'accompagnement que l'on met en place, que je mets en place pour pouvoir aider d'autres personnes aussi. Vous voyez, je donne un exemple concret. Oui, il est plus facile dans un couple, par exemple, de dire c'est sa faute. Mais il est plus difficile de dire que il y a des problèmes de communication, de stress, de culture, d'évolution personnelle. Il y a des conflits dans notre couple là. Et il est plus difficile de dire je me comporte mal ou bien je ne sais pas faire vivre l'intimité physique et émotionnelle ou bien je ne sais pas parler à mon conjoint ou à ma conjointe. Il est plus difficile de dire cela. Personne ne veut assumer l'accountability. Comme on dit en anglais, personne ne veut assumer sa responsabilité. On préfère jeter la balle ou le lot sale sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire peut-être son mari ou peut-être sa femme. Et dans ces conditions-là, vous pensez que quelque chose de bon va sortir de là? Non, les couples vont se disloquer encore. Si nous continuons à chercher des boucs émissaires dans nos relations, dans la diaspora, si nous continuons à chercher des coupables, qui découle de la généralisation, c'est-à-dire du premier point. Le troisième fait, et je vais finir avec cela, le troisième fait qui montre que les couples africains divorcent après l'immigration aux États-Unis, au Canada, en Europe, c'est quoi? C'est que les couples africains voient des morceaux de vérité, mais pas l'ensemble de la vérité. Oui. Et chacun a sa version des faits, a sa vision des choses. Et chacun s'en tient à sa version, à sa vision-là. Je m'en tiens à cela de façon mordicus. Et je ne veux même pas bouger. Et il y a des gens, lorsque tu essaies un peu de les raisonner ou de faire une autre analyse, ça devient la bagarre dans la communauté. La personne même te fuit dans la communauté. La personne te dit non, toi, non, tu es un danger pour elle. Regardez, je dis quand je dis ils voient des morceaux de vérité. Certains hommes soutiennent trop le pays au détriment du foyer. C'est ce que certaines femmes disent. Certains hommes vont dire des femmes évoluent différemment en diaspora. Ou bien c'est l'environnement qui change les dynamiques. Mais personne ne comprend comment tous ces éléments interagissent ensemble. Oui. Et la pression familiale venant du pays, c'est un élément. Et la pression, les dynamiques environnementales dans la diaspora, c'est un élément. Comment chacun fait face à ces défis, c'est un élément aussi à part. Mais les deux, les trois, les défis, l'environnement, tout cela, ça s'implique les uns dans les autres. Mais on ne peut pas voir seulement, oui, que le problème vient de la diaspora ou bien c'est parce que les hommes envoient l'argent en Afrique que ça crée des problèmes dans la famille, là, dans le couple, et on s'en tient à là de façon mordicus. Non, ça ne marche pas comme ça. Certains ne voient que le comportement des hommes.
on stigmatise les hommes. D'autres ne voient que le comportement des femmes. On stigmatise les femmes. D'autres ne voient que l'impact de la migration, comme je l'ai dit, avec les défis. On stigmatise la diaspora. L'Europe, que l'Europe est comme ci, comme cela. D'autres ne voient que la culture ou la société. Mais chacun regarde une seule partie du problème. Oui, pas l'ensemble. Mais je vous donne un exemple. C'est comme un éléphant. Imagine un éléphant et dans une pièce sombre. Une personne touche la trompe. Elle va dire, ah, c'est un serpent. Une autre personne va toucher la jambe. Elle va dire, c'est un arbre. Une troisième personne va toucher le ventre. Elle va dire, c'est un mur. Chacun a raison, mais personne ne voit l'éléphant entier. Vous connaissez cette image-là? Oui, mais personne ne voit l'élément entier. Alors, si tu t'en tiens seulement à ta raison-là, donc tu ne vois qu'un morceau du problème. Et dans les relations, c'est comme ça. Les gens se lèvent, oui, c'est moi seulement, j'ai raison. On veut avoir raison contre l'autre. Monsieur veut avoir raison contre madame. Madame veut avoir raison contre monsieur. Et chacun, c'est de la propagande dans le couple, dans la relation. Est-ce que cela peut marcher? Les couples africains vont divorcer si cela continue encore. Oui. Alors, écoutez, les hommes ont leur version, les femmes ont leur version, les observateurs extérieurs ont leur version. Mais la réalité, c'est qu'il faut apprendre à combiner tout cela. Et je reviens encore à la capacité d'analyse de la complexité. Le phénomène est complexe. Ici, à Efata, je ne parle pas avec émotion. Non, j'essaie d'analyser. Et la conséquence de tout cela, là, c'est quoi? C'est que si tu t'en tiens à ton morceau là, à ta seule version dans la relation, et que toi, c'est toi qui connais, personne ne peut te donner une autre vérité, si tu t'en tiens à là, ça veut dire que tu es en train de faire un mauvais diagnostic du problème. Et quand le diagnostic est mauvais, ça veut dire que les solutions aussi vont devenir mauvaises. C'est pas plus que cela. Exemple, si un homme pense que le problème, c'est juste que ma femme a changé, parce qu'il accuse sa femme, il va risquer de devenir beaucoup plus contrôlant. C'est-à-dire vouloir contrôler davantage sa femme, se fermer lui aussi émotionnellement et se défendre au lieu d'écouter. Est-ce que cela peut construire une relation? Alors que le vrai problème, quand il dit que sa femme a changé là, le vrai problème, c'est peut-être la solitude. C'est peut-être la pression mentale. C'est peut-être les objectifs qui ne sont pas encore atteints. C'est peut-être des problèmes d'adaptation à la nouvelle société en Europe, aux États-Unis comme au Canada. C'est la même chose quand une femme pense que le problème, c'est juste que son mari envoie trop l'argent au pays. Et on commence à accuser. Non, elle peut ignorer, elle voit ça, mais c'est qu'elle peut ignorer d'autres aspects. Elle peut ignorer la pression culturelle que son mari vit. Elle peut ignorer aussi le besoin d'aider, le besoin que son mari a pour aider sa famille. Mais tout cela, ça se discute. Mais les gens n'ont pas cette capacité de communication active. Oui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Boum! Conséquence, chacun défend sa version au lieu de comprendre l'autre. Et le couple va devenir, comme je l'ai dit, un débat, une opposition, une lutte de perception. Mais est-ce qu'il y a de l'épanouissement dans ce genre de relations-là? Ça ne peut pas marcher. Et au lieu d'être une recherche commune de la compréhension, un lieu où on vit l'amour, où on est en paix, où la maison devient un havre de paix. Quand tu sors, tu as envie de revenir, sap, ou chap dedans. Non. Et on se bat à cause des perceptions. Regarde, quand le couple devient un lieu de débat, un lieu d'opposition, un lieu de lutte de perception, non, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas tenir, surtout dans la diaspora, avec les défis spécifiques liés à la diaspora et à l'immigration. Vous connaissez ces défis spécifiques-là. Alors, on se bat de cette manière, on oublie le vrai problème. Le vrai problème, comment on va grandir ensemble. Comment on va se connecter. Comment on va s'entraider. Comment on va se soutenir mutuellement. On oublie tout cela et puis ben voilà. Le couple est disloqué et chacun est dans son coin. Après, on va dire, oh, les couples africains divorcent dans la diaspora. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'on ne voit pas ces problèmes-là. Ou c'est parce qu'on vit ces trois faits que je viens d'énumérer.
Retournez écouter ces trois faits-là. Voilà, quand tu vois les choses, comme la réalité, chacun voit en morceaux, donc chacun a sa version et s'y tient de façon mordicus, c'est compliqué. Ça va te pourrir la relation. Voilà. L'autre fait aussi, c'est quoi? Quand tu refuses pardon, j'ai été perturbé parce qu'il y a eu un bruit là qui est apparu là. Voilà. Quand il y a une tentative de désigner un coupable, voilà, c'est un problème aussi dans la relation. Vous voulez découvrir un coupable, c'est un problème majeur dans la relation. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Oui, le dernier point qu'il faut voir, c'est que on ne prend pas le temps de communiquer. Alors, regardez simplement ces trois points-là, ces trois faits-là que je viens d'expliquer longuement et cela va aider à comprendre les divorces dans la diaspora.